Chers étudiants, bonjour. Donc, ce cours qui s'adresse donc aux étudiants inscrits en semestre 2 dans la filière Sciences de la vie, de la Terre et de l'Univers. Donc, il traite de la chimie organique. Voilà les points qui ont été abordés donc, dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, on va parler de la réaction organique. Les points qu'on va aborder dans cette séance sont, donc, on parlera de la réaction chimique, les mécanismes réactionnels, notamment la substitution nucléophile d'ordre 1 et d'ordre 2, les réactions d'élimination, on dira un mot également sur les réactions d'addition, et on donnera quelques exemples. Une réaction donc en chimie organique, une réaction est l'action d'un substrat avec un réactif, donc qui est l'agent de transformation. On fait cette réaction en présence généralement des agents qu'on appelle catalyseurs, qui sont là pour faciliter la réaction, accélérer la vitesse. Ces entités qu'on appelle catalyseurs, on les récupère à la fin de réaction. Donc la réaction bilan se présente de cette manière-là. Nous avons donc le substrat qui réagit avec un réactif en présence d'agents annexes, qui sont les catalyseurs, et on récupère à la sortie un produit de la réaction. On donnera un exemple ici, donc on voit ce butène, donc c'est un alcène à 4 carbone, en présence d'un réactif qui est la molécule d'eau, et le catalyseur qui est l'acide sulfurique. On récupère donc un produit de la réaction, et c'est présent. Donc, comme vous le voyez, la disparition de la double liaison qui était initialement présente à ce niveau-là. Et on récupère, comme on l'a dit, le catalyseur qui est l'acide sulfurique. À la fin de la réaction, on la retrouve, donc cet acide, on le retrouve dans le milieu réactionnel. Quand on regarde cette réaction, on se pose un certain nombre de questions. Les questions qu'on va se poser, dans quel ordre ces modifications ont lieu? Est-ce que ces étapes sont successives ou simultanées? C'est-à-dire, est-ce que c'est une réaction qui se déroule en une seule étape, ou alors on a un certain nombre d'étapes successives qui donnent lieu au produit de la réaction? Existe-t-il des composés intermédiaires? Que sont devenues les liaisons pi? Ici, parce que je rappelle qu'il y a une double liaison, et là on a génération donc d'un alcool dans le produit de la réaction. Également, nous avons le catalyseur, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait au sein de cette réaction? L'alcool est-il obtenu sous un seul isomère ou plusieurs isomères? Je rappelle que ici, on a création, à travers la synthèse, on a obtenu un carbone asymétrique qui contient donc 4 substituants différents. Ici, c'est un alcool. Donc, pour répondre à cette réaction, on s'intéresse à ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel? Donc, c'est une explication qu'on donne, une description des différentes interactions entre les différents réactifs qui permettent d'avoir cette transformation. Donc, on fait cela selon plusieurs aspects. Il y a un aspect électronique, le mouvement des électrons, etc. Aspect stérique, c'est-à-dire la disposition des atomes ou des groupements d'atomes dans l'espace. Ça va jouer également sur l'obtention du produit final et les étapes de la réaction. Il y a également un aspect énergétique dans lequel on aura donc est-ce qu'il va falloir chauffer par exemple, etc. Quelle est la vitesse de la réaction? Donc on répond à un certain nombre de questions. Donc la réaction chimique, il faut savoir que lors de la réaction chimique, il y a coupure de liaison, formation de liaison, etc. On voit d'abord comment se fait ces coupures-là, comment ils se font, quelles sont les différentes possibilités. Donc dans une liaison AB, donc dans cette liaison-là, les deux atomes répartissent les deux électrons sur la liaison. On assiste à deux types de ruptures. On a d'abord une rupture homolytique. Cette rupture peut être homolytique. Dans ce cas-là, on obtient des radicaux libres. C'est-à-dire chaque atome récupère son électron. Après, ils vont se recombiner soit entre ces atomes-là ou alors avec d'autres radicaux libres. Et il y a l'autre possibilité, c'est la rupture hétérolytique dans laquelle donc, on obtient, dans un cas, le doublé de la liaison va être récupéré par l'atome A
et l'atome B va se retrouver appauvri en électrons, ou alors on peut avoir l'inverse, ça dépendra de l'électronégativité entre les deux atomes. Donc par rapport à cette dernière situation qui nous intéresse, on peut avoir, puisqu'on est dans le cas du carbone, soit la formation de ce qu'on appelle les carbanions, lorsque le carbone récupère la charge négative. On a vu ça dans les effets électroniques, qu'on peut avoir formation de ces entités-là, qu'on appelle carbanions pour le cas du carbone, lorsqu'il est chargé négativement. Et la partie, on a parlé la dernière fois donc du carbocation. Cette fois-ci, on a donc une entité déficitaire en électrons qui peut être un intermédiaire réactionnel. Donc, lorsqu'il s'agit d'une entité chargée négativement, on est dans le cas d'un nucléophile, c'est-à-dire c'est une entité qui va apporter des électrons à un site déficitaire en électrons, donc il va faire une attaque nucléophile. Lorsqu'on est dans le deuxième cas, un site déficitaire en électrons, ce site-là va subir l'attaque d'un nucléophile par exemple. Et pour expliquer ces phénomènes, on va aborder un certain nombre de réactions, notamment les réactions de substitution nucléophile. Substitution, c'est-à-dire qu'il y a une entité chimique qui va attaquer quelque part dans la molécule et elle va remplacer un autre atome ou une autre entité chimique. Il y a substitution, donc il y a remplacement d'une entité par une autre. Elle va prendre sa place. Donc dans la substitution nucléophile, on a deux cas, la substitution nucléophile d'ordre 1 et la substitution nucléophile d'ordre 2. On a également les réactions d'élimination. Élimination, donc, veut dire qu'on va faire disparaître de la molécule un certain nombre d'atomes pour laisser lieu à des liaisons multiples, par exemple. Donc, on assiste également à deux cas possibles, élimination d'ordre 1 et l'élimination d'ordre 2. Après, on dira peut-être un mot sur les réactions d'addition. Voyons d'abord les réactions de substitution d'ordre 2, ce qu'on appelle également bimoléculaires. Ce sont des réactions qui se font en une seule étape. On voit cet exemple-là, dans lequel vous avez un carbone lié à un atome de chlore ici, et comme vous le voyez, cette liaison est polarisée, c'est-à-dire apparition de charge partielle sur le carbone qui est déficitaire en électrons, et à cause de l'électronégativité entre le carbone et le chlore, nous avons le doublet qui est beaucoup plus déplacé vers le carbone, donc ce qui fait que ce carbone-là va se retrouver avec une charge partielle delta plus. Donc si on a en présence dans le milieu un nucléophile tel qu'on vient de l'expliquer, c'est-à-dire une entité qui est un enrichissement électronique, ici l'atome d'iode, il va attaquer au sein du site déficitaire en électrons, ici le carbone, il va permettre le départ de l'atome de chlore, donc on récupère ainsi comme produit de la réaction le carbone auquel on a lié l'iode et le départ du chlore, puisque le carbone ne va pas se retrouver avec 5 liaisons. Donc on a ce bloc-là qui va se former un intermédiaire. En même temps que l'attaque se fait, de l'attaque de l'iode se fait, on a une fragilisation de la liaison carbone-chlore, donc qui va former cet intermédiaire, et automatiquement on récupère le produit final. Et comme vous le voyez, on a une inversion de cette configuration-là, qui était au départ le chlore, qui est l'atome, on va dire, prioritaire à droite. Et on va se retrouver avec l'iode, cette fois-ci, qui est à gauche. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une inversion de configuration. Donc, on récapitule ce qu'on vient de dire. L'attaque du nucléophile et le départ du nucléophile, ici, le chlore, on appelle un nucléophile, genre un groupement partant, se fait en une seule étape. Donc, c'est une réaction concertée. Donc, réaction concertée, ça veut dire qu'elle se fait en une seule étape. Le nucléophile attaque le carbone hybridé sp3, ici, donc, du côté opposé du chlore, donc qui va partir, qui est le groupement partant. Donc, on obtient une inversion de configuration. Cette inversion de configuration porte un nom, et s'appelle l'inversion de Walden, qui l'a mise, donc, à travers l'expérience, qui est la mise en évidence. La vitesse de la réaction, on voit, comme vous le voyez, c'est une réaction en une seule étape, qui va dépendre essentiellement de la concentration en groupement nucléophile, en entité nucléophile, et le groupement qui va subir l'attaque.
Donc la réaction va dépendre des concentrations de ces deux entités. C'est pour ça qu'on peut écrire la vitesse de la réaction de cette manière-là, K, qui est une constante de la vitesse, et concentration du nucléophile fois la concentration de l'entité qui va subir l'attaque. Donc c'est une réaction de deuxième ordre, d'où la nomination SN2, donc pour dire que c'est une réaction de deuxième ordre et dont la vitesse s'écrit de cette manière, à travers cette équation. Par contre, la réaction de substitution d'ordre 1, qui est monomoléculaire, elle se fait en deux étapes. Voyons comment ça va se passer. La première étape, s'agit donc, c'est une étape lente qui limite la vitesse de la réaction. Il s'agit de générer dans un premier temps une entité positive, c'est-à-dire lorsqu'on a cette molécule-là, il va y avoir d'abord le départ du nucléofuge et génération d'une entité d'un site déficitaire en électrons, suivi d'une deuxième étape, lorsqu'on a présence d'un nucléophile ou d'un site ou d'un groupement d'atomes qui porte une charge négative ou un doublet électronique. Donc ça, c'est une base qui va attaquer le carbone généré ici qui est déficitaire en électrons, et on récupère le produit de la réaction dans lequel on a substitution du brome, de X, qui est ici généralement un halogène, par la base qu'on voit symbolisée sous forme de B. Donc, puisque la première étape est très très lente, c'est elle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Donc, à partir du moment où on a la première étape qui est formée, c'est-à-dire le site déficitaire en électrons, l'entité chargée positivement, pratiquement la réaction est terminée, parce que la deuxième étape, elle est immédiate. Donc, c'est pour ça que la vitesse de la réaction va dépendre essentiellement de la concentration en réactif de départ, ici Rx. Donc, d'où le nom SN1, qui veut dire donc réaction de substitution du premier ordre. On s'attend au niveau de stéréochimie à la formation d'un certain nombre de choses. Comme vous le voyez ici, lorsqu'on a formation d'un carbocation, cette entité-là va être disposée de cette manière dans un plan. Et lorsque nous avons l'attaque de la base, qui est ici B-, il peut se faire soit d'un côté, soit de l'autre. Donc du coup, on obtient à la fin de la réaction un mélange racémique. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de la stéréochimie, un mélange racémique, c'est autant de concentration d'une configuration ou d'un énantiomère que de l'autre. Nous aurons 50% de ce composé dans lequel nous avons l'attaque qui se fait de la droite et 50% de l'autre dans lequel l'attaque va se faire du côté gauche. Si on a un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone du carbocation qui porte trois substituants différents, et que la base, c'est une entité différente de ces trois substituants, on va avoir un carbone asymétrique dans lequel les quatre substituants sont tous différents. Du coup, on est embêté si on cherche, par exemple, à obtenir une molécule avec une configuration absolue bien déterminée. On aura ici un mélange. Pour la séparation, on aura donc à traiter cette séparation-là qui devient généralement complexe. Donc, selon ce qu'on cherche à obtenir, on choisit soit une substitution nucléophile d'ordre 1 ou d'ordre 2. Donc, vous voyez, chacune est obtenue avec une configuration bien déterminée. Tout à l'heure, on a vu qu'on aura une inversion de configuration. Dans ce cas-là, on a un mélange racémique autant de R que de S de point de vue configuration absolue. Passons maintenant aux réactions d'élimination. Donc, élimination également, on retrouve l'élimination bimoléculaire E2. Donc, pour avoir une réaction d'élimination, on a besoin de cette entité-là, c'est-à-dire deux carbones adjacents dans lesquels on a un atome d'hydrogène sur l'un et sur l'autre un groupement partant, halogène par exemple, et on a besoin d'une base qui est enrichie en électrons, qui peut être donc une entité qui porte une charge négative ou un doublet libre, donc qui va arracher le proton à ce niveau-là et permettre donc le départ du doublet qui va se mettre sur la liaison à côté. Donc à ce moment-là, on aura le départ du groupement partant
qui est à ce niveau-là. Donc c'est une réaction qui se fait en une seule étape et on récupère la double liaison comme vous le voyez ici. Cette élimination d'ordre 2 nécessite une base forte, c'est-à-dire qu'il faut que cette base soit forte, telle que par exemple l'hydroxyle au H-. La vitesse dépend des concentrations en base et Rx. La vitesse de la réaction va dépendre des concentrations de cette base-là et puis de l'entité qui va subir l'attaque afin de mener à la double liaison. Donc c'est pour ça que on l'appelle élimination d'ordre 2 parce que la vitesse est d'ordre 2. Donc il peut s'écrire V est égal à K, concentration Rx, entité qui va subir l'attaque, fois la concentration en base. Concernant l'élimination d'ordre 1, nous avons, elle se déroule de la manière suivante, monomoléculaire, comme le nom l'indique, 1, donc l'ordre 1. Celle-là par contre, elle se déroule en 2 étapes. La première étape va être lente et elle limite la vitesse globale de la réaction. Donc c'est quoi la première étape? La première étape, c'est l'étape dans laquelle on aura génération d'un carbocation. Comme vous le voyez ici, à droite. Donc on a d'abord le départ de ce X, qui est le groupement partant, à cause de l'électronégativité entre l'atome de carbone et l'atome du chlore, par exemple. On aura départ donc du chlore, et le carbone va se trouver déficitaire en électrons. Après, vous avez, dans une deuxième étape, le départ, donc le doublet, va être déplacé sur la liaison carbone-carbone avec la génération donc du proton H+. Donc là, bien entendu, du point de vue stéréochimie, on peut avoir soit la configuration Z ou E, cela dépendra de la stéréochimie initiale. Est-ce que le proton qui va partir va se retrouver de part et d'autre, et par rapport à la priorité des atomes qui sont liés au dos carbone, donc on peut se retrouver soit dans une configuration Z, soit dans une configuration E. Cette étape, donc 1, est très lente, c'est elle qui va limiter la vitesse de la réaction, donc c'est pour ça que la vitesse s'écrit, vous voyez que l'étape 1, on a besoin tout simplement que de ce réactif-là. Donc la vitesse à ce niveau-là, à partir du moment où on a génération du carbocation, la deuxième étape est immédiate, donc on va la négliger dans la vitesse de la réaction. Donc la vitesse va s'écrire sous forme K fois la concentration en entité de départ Rx. Elle est de premier ordre. On va faire une petite application de cette synthèse, de cette élimination d'ordre 1 sur la déshydratation des alcools. Déshydratation, c'est-à-dire départ de la molécule d'eau dans une molécule. Donc on voit que nous avons ici la configuration ou la disposition qu'on cherche, qui va permettre d'obtenir la réaction d'élimination d'ordre 1. Nous avons 2 carbones adjacents, avec l'un qui porte un proton et l'autre qui porte un groupement partant, tel que on le voit ici. En milieu acide, donc on chauffe un petit peu et on récupère ce doublet-là, cet alcène-là, avec le départ de la molécule d'eau. Donc, dans cette réaction, on a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Ça s'appelle la règle de Zaitsev. On va expliquer le mécanisme par la suite. Le groupement partant peu volumineux, c'est quoi le groupement partant dans ce cas-là? C'est le OH, il est peu volumineux. Donc on est dans les situations des règles de Zaitsev. Or cela conduit à l'alcène le plus substitué, c'est-à-dire cet alcène-là, nous obtenons le plus substitué si on a ici un groupement partant qui est peu volumineux. On fait un exemple pour expliquer ce phénomène. Nous avons ici dans le premier cas la molécule qui contient le H, donc sur le carbone adjacent, de part et d'autre. Nous avons le H en bleu et le H en rouge. Ici le OH, l'hydroxyle. Je rappelle qu'on est dans la situation de déshydratation, donc il faut qu'on fasse partir la molécule d'eau. Et là, au milieu acide, on va faire quoi? On va protoner l'hydroxyle. Donc, on va former cette entité-là qui est toujours liée au carbone.
Donc l'oxygène va être protoné au milieu acide. Après, on s'attend bien entendu à ce qu'il y ait départ de cette molécule sous forme de molécule d'eau. Là, on l'a formée, mais elle est suffisamment stable après le départ, donc elle va partir. Donc on génère un carbocation ici. Après, on a deux cas possibles. Soit c'est l'hydrogène qui est à ce niveau-là en rouge, qui va permettre la migration de la double liaison et puis générer une double liaison à ce niveau-là. Ou alors, nous avons l'hydrogène en bleu qui va permettre le départ donc du doublé mésangé avec le carbone sur la liaison adjacente à proximité pour permettre donc la formation de la double liaison à ce niveau-là. Donc nous avons deux possibilités d'alcène. Donc puisqu'on est dans les situations de Zaitsev, on obtient donc l'alcène le plus substitué qui est ici. Là, vous voyez que cet alcène est monosubstitué d'un côté, de l'autre côté, il y a deux hydrogènes. Par contre, dans le deuxième alcène, qui est majoritaire, il est substitué des deux côtés, donc c'est lui qui va être majoritaire. Donc ce sont les règles, c'est ça ce qu'on appelle les règles de Zaitsev. Un autre exemple, donc lorsque nous avons, donc on a parlé de groupement partant qui est peu volumineux, ici, nous avons un carbone ou une entité qui est volumineuse. Ici, c'est l'ammonium quaternaire. Donc là, les possibilités, on obtient un alcène qui est substitué, très substitué, et l'autre alcène qui est peu substitué. Et dans ce cas-là, c'est l'alcène le moins substitué qui est majoritaire. Pourquoi? À cause de ce volume qui est important du groupement partant. Donc ces règles-là, on les appelle les règles d'Hoffmann. Lorsqu'on est dans ces situations-là, on est dans le cas des règles d'Hoffmann. Donc on obtient l'alcène le moins substitué. Une petite explication sur une réaction d'addition. Là, on voit que cette molécule qui contient une double liaison, à laquelle donc on se met dans les situations dans lesquelles on a l'acide bromhydrique, et on voit que au départ, donc on a une double liaison. Donc on a rajouté deux atomes de l'acide HBr. Donc on a un produit majoritaire suivi donc en présence d'un produit minoritaire. Donc on va expliquer pourquoi ce phénomène-là. Donc là, la double liaison qui va être le site nucléophile va arracher donc le proton qui est impliqué dans la liaison HBr. Donc à cause bien entendu de l'électronégativité importante, nous aurons le doublé mis en jeu dans la liaison qui est beaucoup plus déplacé vers le Br que le H. Donc le H va être déficitaire en électrons, donc le doublé va arracher l'hydrogène et permettre le départ du brome. Donc le brome qui va être une entité négativement chargée ici, va avoir deux possibilités. Soit, donc cette alcène-là va donner lieu à ce carbocation et à l'autre carbocation. Vous voyez qu'il y a une différence. Ce carbocation-là va être chargé positivement, mais il aura tout simplement un groupement alkyle donneur. Et ce carbocation-là va avoir deux groupements alkyles donneurs. Donc, si on raisonne par rapport à la stabilité des carbocations, on s'aperçoit que ce carbocation qui a deux groupements alkyles a un effet inductif positif beaucoup plus important. Donc, sa stabilité est supérieure par rapport à celui-là. Donc, lorsqu'on génère les produits finaux, on aura les deux possibilités. La première possibilité dans laquelle l'attaque se fait sur ce carbone asymétrique, ce carbocation, et l'autre possibilité dans laquelle on aura donc le brome chargé négativement va attaquer à ce niveau-là. Donc le produit majoritaire dans ce cas-là va être obtenu avec le cas du carbone le plus stable qui a une présence supérieur dans le milieu réactionnel, donc celui qui est si supérieur donc à ce niveau-là à cause de la stabilité de ce carbocation. Donc ces règles, on les appelle les règles de Markovnikov. Avec cet exemple, on aura donc terminé notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et dans un prochain cours.